Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire, en deuil, continue de pleurer son Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne. Hier samedi 13 mars, des milliers d'Ivoiriens se sont mobilisés autour du président Ouattara pour accueillir la dépouille du chef du gouvernement ivoirien. Nous reviendrons sur les temps forts. Dans ce deuil, la Côte d'Ivoire unie et solidaire accentue la lutte contre le paludisme. C'est une initiative du PNLP, le programme national de lutte contre le paludisme, qui a lancé la phase de dénombrement des différents ménages sur tout le territoire. Objectif, favoriser une meilleure utilisation des moustiquaires imprégnés. Nous ferons un tour dans le département de Kouibli pour nous imprégner des valeurs culturelles ancestrales. Plusieurs villages du pays où accueillent des compétitions amicales de lutte traditionnelle. On marquera donc un arrêt à Nidro où la lutte traditionnelle constitue un facteur de cohésion et d'unité. Près de 2 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives en Centrafrique. On a aussi voté dans les circonscriptions où le premier tour est tenu le 27 décembre dernier, a été annulé ou empêché pour des raisons de sécurité. Aucun incident majeur n'a été signalé ce dimanche. Soyez les bienvenus sur RTI 1. 1000 fois, hélas, la mauvaise nouvelle est tombée le 10 mars dernier. La Côte d'Ivoire, en deuil, continue de pleurer son Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne. Hier samedi, 13 mars, des milliers d'Ivoiriens se sont mobilisés autour du président de la République, Alassane Ouattara, la famille biologique, pour accueillir la dépouille du chef du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, maire d'Abobo, arraché brusquement à l'affection des siens. Pleurs, tristesse, difficile donc de contenir son émotion ce samedi 13 mars à l'arrivée de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko à l'aéroport d'Abidjan. Des milliers d'Ivoiriens étaient rassemblés sur le trajet menant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Notre reporter Mama Traoré nous décrit l'ambiance qui a prévalu avant l'arrivée de la dépouille. Il est un peu plus de 14 heures ce samedi. Sous un soleil de plomb, des centaines de personnes sont regroupées au grand carrefour de Koumassi. Calmes, attristés et même d'autres en pleurs. Encore sous le choc de la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Entre 14h30 et 15h, les cortèges de personnalités s'enchaînent en direction de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les jeunes n'ont d'autre choix que de s'y rendre à pied. Nous les retrouvons regroupés au niveau du carrefour Akwaba de Port-Boué. Ils sont là depuis des heures et sont prêts à attendre le temps qu'il faudra pour accueillir celui qu'ils considèrent comme un héros. Avec tout ce qu'il a fait pour le pays, franchement, j'ai très mal au cœur de voir que ça arrivé comme ça. Tout ce qui paraît qu'il a parti, il n'a pas parti. Il n'a pas parti. Tout ce qu'il a fait pour nous, la jeunesse, là, à Bobo, à Nyama, tout ça, là, on ne peut pas oublier ça. Des personnes âgées sont aussi venues démontrer que le défunt n'était pas seulement aimé des jeunes. Pour moi, ça me fait trop mal. Un jeune comme ça qui s'en va. C'est pour cela que je suis là depuis midi, je n'ai pas encore mangé. Un homme qui amenait les Ivoiriens à communiquer, vraiment c'était ça qui était vraiment, qui me marquait beaucoup chez lui. Dans cette épreuve, un business est né, celui de vendre des gadgets à l'effigie du deuil. Comptez 200 francs CFA pour une banderole noire, estampillée « Adieu le Golden Boy » et 1000 francs CFA pour une casquette. Le service qu'il a rendu à la nation, il ne peut pas partir comme ça inaperçu. Il faudrait qu'on porte un peu quelque chose pour lui représenter. C'est pourquoi nous aussi, nous payons les casquettes pour lui. Voilà, c'est pour nous rendre aussi un hommage. À noter cet impressionnant déploiement des forces de sécurité, tout corps confondu, le long du boulevard Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et je rappelle qu'un deuil national de 8 jours a été décrété jusqu'au 19 mars prochain. Dans ce deuil, la Côte d'Ivoire, notre pays uni et solidaire, accentue la lutte contre le paludisme. C'est une initiative du PNLP, le programme national de lutte contre le paludisme, qui a lancé la phase de dénombrement des différents ménages sur tout le territoire. L'objectif est de favoriser une meilleure utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Astoutouré. La phase de dénombrement des ménages pour la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action Milda a démarré. Le dénombrement, c'est comme un recensement. Nous allons passer dans les ménages pour compter le nombre de personnes par ménage, le nombre de couchettes par ménage, afin de pouvoir savoir combien de moustiquaires chaque ménage doit pouvoir bénéficier. Et donc, si un ménage n'a pas été visité,
il sera difficile aux acteurs de la santé de leur attribuer des moustiquaires. Donc c'est un élément, une phase très très importante de la campagne de distribution de moustiquaires. Pour cette première étape, c'est la ville d'Adzopé, à environ 73 km d'Abidjan, qui nous reçoit. La campagne 2020-2021 sera de type stratifié sur toute l'étendue du territoire national, en tenant compte de la gestion de la résistance des vecteurs aux insecticides. Nous allons distribuer 3 types de moustiquaires. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a 28 districts dans lesquels les moustiquaires standards ne sont plus efficaces. Donc après des études, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait trouver des moustiquaires efficaces qui sont les moustiquaires standards et les moustiquaires de seconde génération. Donc il y a 28 districts qui vont recevoir des moustiquaires de seconde génération. Et la deuxième particularité, c'est que vous nous voyez sur le terrain. La seconde particularité, c'est que cette année, nous avons fait 2 équipes de coordination qui vont prendre les 33 régions de Côte d'Ivoire, qui vont être proches des populations pour aider les directeurs régionaux et les directeurs départementaux à faire le dénombrement. Au district sanitaire d'Adzopé, environ une trentaine de responsables d'aires sanitaires sont en formation. À leur tour, ils formeront des volontaires chargés de la mobilisation sur le terrain. Adzopé compte environ 250 000 habitants. À l'issue de cette phase de dénombrement, 122 851 moustiquaires imprégnés à longue durée d'action seront distribués. Autre défi à relever au plan sanitaire, c'est la fin de la pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. La Côte d'Ivoire, notre pays, reste mobilisée pour stopper ce virus mortel. On ne baisse pas la garde dans l'observation des gestes barrières. Le coronavirus continue de circuler. Ce dimanche 14 mars, on dénombre dans notre pays 349 cas positifs sur 3288 échantillons prélevés, 485 nouvelles guérisons, 0 décès, 3354 cas actifs. Restons vigilants, préservons notre santé et celle des autres en observant scrupuleusement les gestes barrières. La lutte s'accentue dans notre pays avec l'arrivée des vaccins contre le coronavirus. La ministre Mariatou Koné donne l'exemple en se faisant vacciner. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite justement les cibles concernées par cette campagne à en faire de même afin de stopper la propagation de cette pandémie. Astou Touré. Mariatou Koné au centre de vaccination contre la Covid-19 du CHU de Cocody. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est vaccinée contre la Covid-19, une pathologie qui fait à ce jour plus de 200 morts en Côte d'Ivoire. Par ce geste, elle veut encourager les personnes vulnérables à lui emboîter le pas. La pandémie à coronavirus est mortelle. C'est un petit virus qui est en train de décimer le monde. Et maintenant qu'il y a un vaccin, il faut donner l'exemple pour arrêter, pour arrêter l'hémorragie. Je suis juste venu faire mon vaccin pour montrer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, pour montrer que ce n'est pas... Faire le vaccin protège et faire le vaccin va nous aider à arrêter la propagation de cette pandémie. Message reçu 5 sur 5 par Lazare Konan-Kwaku, sexagénaire de 74 ans, colonel-major de la gendarmerie à la retraite. Pour nous qui présentons quelques maladies de vieillesse, nous venons pour essayer de nous protéger contre la maladie du siècle. Nous pensons qu'ils veulent nous protéger, qu'ils viennent nombreux se faire vacciner. Sont concernés par cette phase les agents de santé, les forces de défense et de sécurité, les personnes souffrant d'une pathologie chronique telle que l'hypertension et le diabète, les enseignants et les populations âgées de 50 ans au moins. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation veut se doter d'un plan stratégique performant afin de renforcer sa contribution dans le financement des projets de recherche scientifique et de l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. Les experts du secteur étaient justement en conclave dans la ville historique de Grand Bassam pour affiner leurs idées et stratégies, nous rapporte Pagasore Kone Demadonji. Après 2 années d'exercice, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI, marque une pause pour faire le bilan de ses actions. La structure a été créée par ordonnance en juin 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui stratégique au financement des projets
de la recherche scientifique PASRES et à encourager la création d'entreprises de recherche en vue de contribuer à la création d'emplois. Nous avons besoin d'un plan stratégique pour guider nos actions. Ce plan stratégique permettra au pouvoir public d'évaluer le travail qui sera effectué pour les 5 prochaines années. Plusieurs projets de recherche sont financés chaque année par FONSTI pour un montant de 30 à 75 millions de francs CFA par projet. Au thème de cet atelier, les experts vont élaborer un plan stratégique permettant à la structure d'apporter un soutien financier adéquat dans le financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en Côte d'Ivoire. Il est important que les activités au niveau de la recherche et de l'innovation soient soutenues. Tous les partenaires regrettent la faiblesse de l'innovation dans le secteur privé ivoirien. Le FONSTI a pour mission, entre autres, de contribuer à combler ce retard technologique des entreprises ivoiriennes. L'initiative est une lueur d'espoir. Nous qui sommes dans le domaine scientifique industriel, nous nous sentons abandonnés au niveau du financement. Nous n'avons de soutien que de la part du privé et des banques. Alors, il était temps que des réflexions soient menées pour que l'État joue son rôle. Fruit d'un partenariat scientifique entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, FONSTI œuvre à la promotion de la recherche scientifique et à la valorisation de l'innovation technologique de haute qualité susceptible d'avoir un impact bénéfique sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. L'autosuffisance en riz est une réalité à Dabakala, c'est dans la région du Hambo. Le défi est lancé. Environ 200 riziculteurs travaillent à produire plus de 600 tonnes de semences par saison et on se donne 3 mois pour réussir le pari, nous explique Léon Bro. Voici le périmètre rizicole concédé par l'État dans le cadre de son programme d'autosuffisance en riz aux promoteurs du village semencier de Dabakala. De ce terrain de 114 hectares déjà irrigués, sortiront environ 600 tonnes de semences de riz dans 3 mois. Sur les 114 hectares, il est attendu 600 tonnes de semences que nous allons certifier. Une partie, ça sera pour le projet Coris, mais l'autre partie, c'est à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Et le promoteur de se montrer rassurant indique que 160 tonnes de semences de base et les intrants, dont de l'État et de ses partenaires, sont déjà disponibles. Côté mécanisation, du ressort toujours du promoteur, un parc de 50 tracteurs. Pareil pour les équipes d'encadrement et la main-d'œuvre constituée de 174 riziculteurs. Pour chaque hectare cultivé, en tout cas, le producteur il doit pouvoir avoir entre 600 à 800 000 jusqu'à 1 million. Les grands producteurs qui ont 3 hectares, c'est sûr qu'ils auront 3 millions au bout de 3 mois et demi. 2 millions de personnes de la région du Hambol vont directement vivre de ce projet de production de semences de riz. Dabakala va également approvisionner les autres périmètres rizicoles du pays. Possible donc l'atteinte de l'autosuffisance en riz à l'horizon 2025, se réjouissent les acteurs du projet, dont le ministère de la Promotion de la Riziculture. Ainsi, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle faire l'économie de 500 milliards de francs CFA par an, coût de l'importation du riz, en plus de s'ériger en pays exportateur de semences de riz. On promeut aussi le genre en Côte d'Ivoire. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision vient de lancer la formation des auditrices et auditeurs dans notre pays. Grâce Kando, le reportage. Chers auditeurs, chères auditrices. Transmission de flambeau entre les auditeurs de la 3e et 4e promotion en ingénierie de genre de la structure chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Cette passation marque le début du programme de formation de la rentrée académique 2020-2021. Nos formations sont généralement organisées autour de 3 compétences. La première compétence vise à donner un cadrage autour des éléments conceptuels et des enjeux qui sont liés aux problématiques qui sont généralement soulevées en rapport avec les questions de genre. Et la deuxième compétence renforce nos capacités en matière de méthodologie et nous permet d'acquérir les outils de diagnostic de planification. La troisième compétence, c'est autour de l'intégration. Comment utiliser tous les outils que nous avons reçus. Cette session de formation, la 4e du genre,
concerne plus d'une cinquantaine d'auditeurs et va durer 9 mois. Nous nous sommes rendus compte que pour réussir la gestion durable des forêts, des ressources fauniques et des ressources en eau, il faudrait que les populations soient prises en compte. Donc, prendre en compte les hommes, prendre en compte les femmes. Nous attendons que cette formation-là puisse nous aider à mieux comprendre le concept du genre et pouvoir vraiment développer des projets qui vont permettre aux hommes et aux femmes vivant en Côte d'Ivoire de pouvoir prendre part pleinement au développement forestier que nous faisons. La place accordée à la femme doit s'agrandir ou élargir le champ d'horizon. Nous, dans notre domaine particulier de la sécurité sociale, on s'intéresse aux populations défavorisées. Et il faut dire que dans notre pays, les femmes occupent une grande place dans ces populations défavorisées-là. Et donc les intégrer dans notre prise de décision nous permettra de mieux assurer nos missions. Le programme de formation en ingénierie de genre vise à impulser une nouvelle dynamique quant à la prise en compte de l'approche genre dans les programmes et projets. La formation en ingénierie du genre vient combler un vide en termes de renforcement de capacités techniques pour agir avec des outils pratiques. Ça nous permettra de changer la manière de faire le développement. Le but final, c'est d'avoir un développement durable et équitable, ou bien une société performante et rentable. Pour l'année académique 2021, la formation sera doublée d'une spécialisation afin de se spécialiser dans un domaine qui leur convient, notamment en leadership et management. Les femmes étaient à l'honneur le 8 mars dernier. C'était la journée internationale pour la promotion de leurs droits. Et dans la droite ligne de cette célébration, Herman Guivet a reçu Mme Florence Tano, directrice du genre et de l'équité au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, au magazine du dimanche, au journal de 13h. Ils ont évoqué les droits de la femme, les acquis et les défis. Je vous propose un extrait pour vous faire une idée. Ce n'est pas une fête, c'est une commémoration de certaines femmes qui ont fait un combat et aujourd'hui nous conduit à avoir des congés de maternité, avoir des congés payés. Ça n'a l'air de rien, mais ça provient d'un combat que certaines femmes ont mené. Si je prends nos dates de l'indépendance, 1960, 2021, les lignes ont véritablement bougé. On a progressé. On a progressé. C'est vrai que plusieurs choses restent encore à faire. Beaucoup de choses sont faites. D'accord. Mais vous savez qu'au plan culturel, les cultures sont fortes. La mentalité ne change pas d'un coup. Vous comprenez? C'est ce qui freine un peu nos agirs. Déjà, les coutumes interdisaient l'école aux femmes. Nous avons réussi. Les coutumes, les traditions refusaient déjà des métiers comme médecine aux femmes. Nous avons réussi. Nous pensons que nous réussirons cet aspect aussi pour que les femmes puissent mener le combat. Aujourd'hui, vous remarquerez que les femmes sont dans tous les domaines. Enseignantes, chercheurs, médecins, même à la NASA, dans tous les domaines d'expertise. Elles suscitent des formations dans les ONG, elles suscitent des formations à tous les niveaux pour se performer. Sous le leadership du professeur Bakayoko Liramata, les femmes doivent se former. Elle-même, elle est chercheur, enseignante-chercheur, donc c'est un ministre qui met en relief les questions de formation. C'est primordial. Et les femmes montrent là qu'elles savent ce qu'elles veulent. En se formant, elles veulent gagner des parts. Il y a d'abord la budgétisation sensible au genre que nous voulons faire adopter en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous y travaillons avec la ministre. Il y a aussi notre document national de politique genre que nous sommes en train de réviser pour qu'il prenne en compte les questions actuelles qui intègrent les questions de pandémie. D'accord. Nous avons aussi la formation à poursuivre, surtout au niveau des jeunes. Nous voulons renouveler la classe politique féminine. Nous voulons déjà formater nos jeunes élèves, nos jeunes étudiantes sur les questions politiques, sur les questions de leadership, pour qu'on n'ait plus à faire des séminaires qui coûtent de l'argent, qui coûtent cher, pour que déjà nous puissions les accompagner sur le plan pratique. Voilà, et la formation elle doit se poursuivre puisqu'on ne finit pas d'apprendre à l'école de la vie. Et justement, les femmes du secteur de l'éducation nationale ont été enseignées sur leur promotion économique et sociale. C'était lors de la journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars dernier. Didier Nguessan. Événement festif et riche en enseignements, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, MUPE-MENEPSI. Plus la présence féminine est forte, plus les sociétés gagnent en performance, en croissance et en productivité. Cela signifie que les entreprises doivent d'abord accepter de recruter les femmes en leur sein
pour qu'on puisse parler bien évidemment de promotion des femmes en entreprise. Ce que votre directeur a fait. Venues nombreuses, les braves femmes de la MUP-MENEPSI, qui représentent environ 50% du personnel, ont été instruites par la conférencière Sangaré Mada sur la promotion économique et sociale de la femme face à la COVID-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Les femmes sont en première ligne face à la crise de COVID-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines, en tant que dirigeantes nationales, figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. Dynamique femme de la MUP-MENEPSI, continuez à remplir votre devoir sans le moindre complexe. Votre mission est divine, car grâce à vous, nous sommes forts face à toutes sortes d'événements malheureux, y compris face à la COVID-19, dont nous souhaitons la fin définitive. Le PCA de la mutuelle, Michael Boko, a saisi cette occasion pour renouveler son admiration à la gente féminine de la MUP-MENEPSI, sans oublier de les encourager à poursuivre leur mission professionnelle avec dévouement. Je vous invite à présent dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, où plusieurs villages du pays ouest, vous allez le voir, accueillent des compétitions amicales de lutte traditionnelle. Contrairement au Sénégal ou au Niger, aucune récompense n'est décernée aux lutteurs vainqueurs. Seule satisfaction, la joie des communautés dont les représentants ont démontré la suprématie de leurs muscles. Au-delà de la promotion des valeurs culturelles ancestrales, la lutte traditionnelle constitue aujourd'hui un facteur de cohésion, notamment pour ceux du département de Koubli. On marque un arrêt à Nidrou avec Walter Madou Ouattara. Si les dimanches à Bamako, au Mali, sont des jours de mariage, ce n'est pas forcément le cas à Nidrou, dans le département de Koubli. Ici, les dimanches sont mis à profit pour des moments de réjouissance à travers la lutte traditionnelle. Depuis longtemps que nos parents ils ont commencé à faire une lutte traditionnelle. On fait ça pour qu'on ambiance les parents au village. Donc, on est là pour organiser toujours, chaque dimanche. Ceux qui ont le droit de cesse, uniquement les robés. Les femmes ne luttent pas, les femmes viennent pour assister. De 13h à 18h30, l'une des plus grandes places publiques du village accueille la compétition de lutte traditionnelle. Dans l'arène s'affrontent deux groupes de lutteurs. Chaque groupe est coaché par un préparateur mystique qui transmet son savoir-faire à ses poulets. Je donne tous les mouvements à mes joueurs. Il y a un médicament. Quand on rentre en brousse, on a fait, c'est moi-même qui a préparé le médicament. Et puis mes joueurs, ils se prennent. C'est nous qui sommes rois ici. On est forts. Le rôle des tapeurs de tambour n'est pas à négliger. Ces tapeurs encouragent les lutteurs. Lors des combats, il nous a été donné de remarquer les surveillants de l'espace de bataille. À l'aide de chicottes, ils maintiennent l'ordre et usent parfois de gestes effrayants afin de faire respecter les limites du rectangle. La lutte traditionnelle à Nidrou, c'est aussi les supporters qui mettent l'ambiance à chaque victoire. Celui qui vient de terrasser son adversaire se fait appeler le miroir des femmes de Nidrou. Miroir des jeunes filles, le seul miroir de Toubadrou. Moi, ça me fait 3 ans que je suis dedans. Moi, je suis un grand lutteur. De plus encore, je suis obligé d'entraîner mes petits frères aussi. S'il est tombé à terre, là, on lui a gagné. Là, les gens qui sont en train de toucher là. S'il prend quelqu'un comme ça pour le terrasser, il a gagné. Et puis les femmes commencent à danser. Il n'y a pas de nuit. Si ça ne va pas, et si le lutteur ne joue pas, on peut le dire, on dit bon, ça va, 5 minutes. Si ça ne va pas, on dit bon, vous attendez le prochain. Tenez-vous bien, ici, le gagnant d'un combat de lutte traditionnelle ne reçoit aucune récompense. Si un lutteur gagne, on ne lui donne rien. Mais c'est le nom. C'est le nom que lui là, c'est un vrai lutteur.
Voilà, on peut le prendre aussi, envoyer ailleurs. C'est comme ça. Si la majorité des habitants de Nidourou apprécient ces moments de lutte traditionnelle, ce n'est pas le cas pour tout le monde. La lutte me plaît, ça anime le village. C'est une bonne chose au fait. Il y a la cohésion, en tout cas la paix, tout ce qui est les bonnes choses. Après l'école, quand je viens regarder la lutte, je suis contente, je suis en paix, je suis en joie. La lutte nous apporte un rassemblement pour tous les 8 villages. C'est en fonction de cette lutte-là qu'on se réconcilie. Il faut que la réconciliation, la paix, main dans la main, continue. Moi-même, je n'ai pas. Je n'ai jamais regardé. C'est ma première fois de venir. De toute façon, je vois qu'ils sont à taper les gens, puis moi, ça me fait mal. Ils vont te faire tomber ton bras qui va se casser. Ou même c'est ton cou qui va faire tout. C'est à cause de ce n'est pas. Pour notre part, nous retenons que ces combats mobilisent les communautés villageoises sans distinction d'ethnie ni de bord politique. C'est un facteur de rassemblement et de cohésion. Ce soir, les quartiers Kwao, qui regroupent majoritairement les ressortissants de Fakobli, et Kaye, ceux de Kuibli, se séparent sur un match nul. Conscients que la lutte traditionnelle dans le Guémon draine du monde, des cadres veulent en faire des attraits au plan touristique afin que cette activité culturelle contribue au développement. La lutte traditionnelle, j'ai vraiment mal au cœur parce que c'est un sport qui draine du monde par le passé. Ici, en pays, ouais, les gens quittaient le Zélabaon, venaient ici, bon, les peuples se rencontraient. Et puis ça luttait. Et il y avait du monde. Mais les données ont changé. Si vraiment l'État même pouvait quand même jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans la région. Je regarde une chaîne sénégalaise. La lutte traditionnelle sénégalaise, ça fait peur du monde. C'est comme au stade de Fort-Boyenne. Les gens viennent et vraiment les gens se rencontrent, ça joue, ça s'amuse. Je voudrais que ça se passe ici chez nous. C'est une question d'organisation. Je vais voir des frères qui sont sportifs ici. Du côté de Fakobli, j'ai un de mes gars qui est là-bas, Néméa, qui est sportif. Et je sais qu'il y a beaucoup de sportifs ici. Bon, si je prends le côté du Yokwe, il y a l'honorable Gloire Priva qui est le médiateur de l'Africa, qui aime le sport également. Si j'appelle tous ces mondes-là, je pense qu'on peut mettre sur place quelque chose pour donner de la valeur à la lutte traditionnelle, ouais. De portée ludique et culturelle, la lutte traditionnelle est un sport favori, également pratiqué au Niger et au Sénégal. Voilà, la culture ivoirienne est riche et rassemble vive donc la cohésion dans notre pays. Et je vous propose le reste de l'actualité internationale dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité à l'étranger cette semaine? Élément de réponse avec Abou Sanogo. La ville de Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale, a été secouée par une série de puissantes explosions d'un dépôt d'armes et de munitions dans un camp militaire. De nombreux cadavres, mais aussi des survivants ont été extirpés des décombres de 4 terrifiantes explosions accidentelles ayant ravagé un camp militaire et des quartiers aux alentours, faisant grimper le bilan provisoire de ce drame à 98 morts au moins et 615 blessés. Après 3 années sans lauréat faute de candidat, le prix Mo Ibrahim pour le leadership et l'excellence en Afrique a été décerné en 2021 au président sortant du Niger. Mahamadou Issoufou a été en effet récompensé pour son bilan en faveur de la croissance économique, mais aussi pour avoir respecté la transition démocratique. Il laissera début avril sa place à Mohamed Bazoum. C'est la première transition démocratique entre 2 présidents élus du pays. Les essais cliniques de phase 2 du vaccin indien Covaxin contre la COVID-19 développé par le laboratoire indien Bharat Biotech viennent d'être publiés par la revue The Lancet. Ils garantissent que ce vaccin est sûr et entraîne une réponse immunitaire alors que le gouvernement l'utilise depuis 2 mois dans les hôpitaux publics. Les résultats sont encourageants. L'ancien président mauritanien Mohamed Abdelaziz ainsi qu'une dizaine d'autres personnes sont inculpées pour corruption ce jeudi 11 mars. Ils ont été finalement libérés, mais tout en étant sous contrôle judiciaire. Un des gendres de l'ancien président Mohamed Abdel Aziz, 2 anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d'affaires sont concernés.
Patrice Motsepe est devenu le 7e président élu de la Confédération africaine de football ce 12 mars. Le milliardaire est le premier sud-africain et le premier anglophone à occuper ce poste prestigieux sur le continent. L'homme d'affaires succède à Ahmad Hamad, persona non grata durant cette 43e Assemblée générale élective de la CAF. Le Malgache qui avait battu le Camerounais Issa Hayatou à la surprise générale en 2017 a été suspendu 5 ans par la FIFA avant que cette sanction ne soit ramenée à 2 ans par le tribunal arbitral du sport. À un mois de l'élection présidentielle, l'opposition béninoise réclame toujours à Patrice Talon un dialogue et une élection inclusive le 11 avril prochain. Pour le parti Les démocrates de l'ancien président Boni Yayi, la commission électorale et la Cour constitutionnelle ont écarté de la course électorale les poids lourds de l'opposition. Près de 1 800 000 Centrafricains sont appelés à élire leurs députés. Un jour de vote important, alors que le premier tour du 27 décembre a été chaotique. S'il a permis la réélection du président au premier tour, 56 circonscriptions sur 140 n'avaient pas pu voter à cause de l'insécurité. En tout, 118 circonscriptions vont voter ce dimanche. Voilà, ainsi va le monde. Ce journal a été supervisé par Michel Mambo. Merci à toute l'équipe technique et à vous. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. On reste unis et solidaires dans ce deuil que nous frappe. Prenez soin de vous.